La Belgique doit-elle se préparer à la guerre et donc se réarmer? Quelles sont les menaces concrètes et les moyens nécessaires pour y faire face? La Commission européenne a un plan à 800 milliards d'euros. Combien pour la Belgique? On a beaucoup de questions à se poser dans ce débat versus. J'accueille tout d'abord Célia Grotté. Bonjour, vous êtes députée bruxelloise et sénatrice pour le parti Groen. Vous suivez notamment ces questions-là pour les Verts néerlandophones. Mathieu Michel, bonjour à vous, député fédéral, membre de la commission défense. Nous verrons avec vous ce qui est prévu actuellement pour le nouveau gouvernement fédéral. Des intervenants civils, Samuel Legros, bonjour. Vous êtes porte-parole chargé de recherche à la CNAPD, la coordination nationale pour l'action, la paix et la démocratie. Et puis Philippe Lawson, rédacteur en chef du L-Post. Vous avez signé plusieurs articles sur ces questions et vous intervenez quand vous le voulez. Mathieu Michel, on va bientôt avoir une discussion budgétaire, mais aujourd'hui, dans l'accord de gouvernement presque tout frais, qu'est-ce qui est prévu pour la défense et est-ce que c'est suffisant? Est-ce que votre parti plaide pour aller même encore plus loin dans l'armement? Alors actuellement, dans l'accord de gouvernement, il est prévu en fait d'atteindre 2% du PIB dans les budgets consacrés à la défense. Alors techniquement, il était prévu de l'atteindre d'ici 2029, c'est un montant qui est colossal, on parle de 17 milliards d'euros. Pour faire quoi? Pour d'une part, effectivement, augmenter les ressources humaines, donc le nombre de militaires, premier élément, et deuxième élément, augmenter l'équipement tout simplement de la défense, donc s'équiper davantage avec plus d'hommes pour en fait atteindre quoi? Pour répondre en fait à un besoin d'une défense européenne plus solide, plus interopérable, plus cohérente aussi avec les autres composants des autres pays européens, pour en fait jouer pleinement notre rôle au sein de l'OTAN. Vous savez qu'en 2014, la Belgique a promis d'atteindre 2% du PIB en termes de financement de la défense. Et donc ce gouvernement l'a mis dans sa trajectoire budgétaire. Et la question qui se pose pour l'instant, à l'heure où on se parle, puisque la commission défense se réunit, c'est de voir si ces 2%, on peut les atteindre avant 2029, c'est-à-dire déjà 2025. Et donc il y a effectivement de façon unanime au sein du gouvernement la volonté d'atteindre ces 2% et de répondre à notre quelque part notre devoir en matière de financement de défense. Mais donc ça veut dire concrètement qu'on devrait trouver combien et que vous estimez qu'on peut aller chercher où et comment? Alors on parle aujourd'hui de 17 milliards et justement la question qui est aujourd'hui sur la table et qui va être à mon avis évoquée dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est comment est-ce qu'on va trouver ces montants complémentaires, puisqu'on parle de 4 milliards d'euros par an en plus dans un budget qui est déjà excessivement serré. Et donc il y a des pistes qui sont sur la table, mais aujourd'hui je pense les négociations sont en cours, il est prématuré de dire sur quoi est-ce qu'on va aboutir, mais on sait effectivement que trouver 4 milliards en plus dans un budget qui est déjà compliqué, c'est pas évident. Alors on entendra dans un instant ce que l'opposition a à vous dire là-dessus et ce qu'en pense la CNAPD, mais Philippe Lawson, pour que les téléspectateurs comprennent bien, il est vraiment question ici de rattraper un retard. La Belgique se comporte comment par rapport aux autres pays de l'OTAN ou au moins à nos voisins comparables, je ne sais pas moi, les Pays-Bas par exemple ou d'autres pays? On a désinvesti dans notre défense ces dernières années? C'est pas qu'on a désinvesti, mais c'est parce qu'on n'a pas atteint les 2%. Cette question des 2% du PIB à consacrer à la défense et à l'armée. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une menace qui est présente. Et donc, c'est ça qui met la pression sur la Belgique aujourd'hui pour essayer d'atteindre ces 2%. Et même, comme Mathieu Michel le dit, c'est d'atteindre ces 2% dès cette année 2025. La question qui se pose aussi aujourd'hui, c'est une question de choix. Est-ce que ce sera au détriment de politique sociale? La majorité dit non. Mais aller trouver les 4 milliards de plus à consacrer à la défense, c'est quelque chose qui va être difficile et il faut du courage politique. Mais la question, c'est que ces 4 milliards qu'on va consacrer à la défense, l'augmentation du budget de la défense, c'est que ça va en même temps générer de l'emploi dans l'économie nationale et ça va supporter aussi les entreprises nationales, donc c'est quelque chose dont moi, en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que mieux vaut tard que jamais. On a pris du retard. Mais il faut pas lâcher la bride et qu'il faut continuer en fait. Célia Grotté, du côté des Verts néerlandophones, on est prêt à soutenir l'économie de la guerre ou bien vous avez peur que ça se fasse effectivement au détriment de politiques sociales, environnementales ou autres? Est-ce que vous serez vigilant à ça? Est-ce que vous attendez Theo Franken ou Bart De Wever, le Premier ministre, au tournant? Eh bien, justement, je suis en train de vous écouter. Entre-temps, je vois toutes ces images de chars, d'avions, de militaires, etc. Pour moi, la défense est beaucoup plus large que tout simplement l'armement. Ça en premier lieu. C'est vraiment une défense et ce pourquoi, pour nos valeurs
de démocratie libérale pour les droits humains. Pourquoi est-ce qu'on fait face à Poutine? Parce qu'on résiste à ce genre d'autocratie. Et honnêtement, on peut entre-temps dire au fascisme de M. Trump également, surtout avec ses actes des derniers mois. Et donc vous soutenez l'idée d'augmenter le budget défense ou bien vous craignez que ce soit problématique à un moment? Eh bien, maintenant, vous dites déjà défense et non seulement armement, mais ça dépend effectivement d'où ça vient. Vous avez raison, c'est une question à trancher. Il y a différentes pistes, on peut en parler tout à l'heure, par exemple les millions d'euros clear, enfin les milliards d'euros clear. Il y a certainement d'autres réserves auxquelles on pourrait penser à trancher. Ça ne doit, pour moi, certainement pas venir de la sécurité sociale, parce que, allez, comme Churchill le disait en 1945, quand on lui a demandé de couper le budget de la culture, il a dit « But why would we fight ?» Pourquoi est-ce qu'on nous battrait si on coupe dans tout ce qui rend la vie beau, dans toute la solidarité? Et d'ailleurs, je dois également préciser avec quel but. Est-ce qu'on veut tout simplement s'armer? Parce que j'ai entendu des paroles testéronisées de Theo Franken, pas de votre part, hein, Monsieur Michel, mais de Theo Franken, de Conor Rousseau, qui voulait même déployer l'armée à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on veut avec cet argent? Je crois qu'il y a des questions très précises, par exemple en tout ce qui est cybersécurité, mais également en démocratie, en développement international, en soft power, non seulement en hard power, et en défense effectivement de l'Europe. Et on va parler tout à l'heure de la cybersécurité et on se demandera si effectivement c'est à l'armée de jouer ce rôle-là, mais je vais vers la CNAPD. Vous sentez quand même qu'avec la guerre en Ukraine, avec l'élection de Donald Trump et ces derniers mois, ces dernières années, il y a le retour d'un discours guerrier. Vous analysez ça comment dans votre organisation? Alors nous, pour le moment, on est un petit peu dans un état de sidération, pour tout vous dire, parce que c'est vrai qu'on constate l'emballement du discours, qui soit politique, mais qui soit aussi médiatique, de manière relativement partagée, et il y a une forme de consentement dans la population qui est observée aussi, pour augmenter de manière encore une fois drastique les dépenses militaires ici en Belgique et au niveau européen. Et on a l'impression qu'en fait, on est dans une forme de sursaut, qu'on s'est réveillé vis-à-vis d'une menace qu'on ne parvient pas encore très bien à percevoir comme nouvelle par rapport à celle qui était là les mois et les années précédentes. Or, en fait, on n'a pas arrêté de se réarmer depuis plusieurs années maintenant. Le continent européen est celui où les importations d'armes ont le plus augmenté au monde entre 2020 et 2024. Donc ça a plus que doublé par rapport à la période précédente. Le budget ici en Belgique, le budget militaire de la Belgique a doublé entre 2017 et 2024. On est passé de 3,9 milliards à 7,9 milliards. Donc en fait, on n'est pas dans une forme de sursaut, on est dans une forme de continuité. Et donc nous, on se questionne vraiment sur ce commentaire qui nous ferait croire qu'en fait on est en train de se réveiller là maintenant, alors que ça fait très longtemps qu'on réinvestit massivement dans le militaire ici en Belgique et sur le continent européen. Philippe Clausen, ça vous fait réagir? Un mot que vous avez prononcé, c'est l'importation. Ici, aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'importation, de réduire cette importation et de pouvoir produire sur le territoire national. Donc c'est là où il faut faire la différence. Non, pardon, excusez-moi. Mais mais l'importation, par exemple, la Belgique importe de la France et donc ça comptabilisé comme les importations. Oui, donc les dépenses militaires ont augmenté de manière massive dans le continent européen et plus significativement sur le continent européen que dans le reste du monde. Oui, donc s'il faut importer, moi je crois que les investissements dont on parle aujourd'hui, c'est de produire sur le territoire national. Et à partir du moment où ça va avoir un impact positif sur l'emploi, on parle de 8 000 emplois à créer dans les 8 prochaines années, je crois que c'est un élément à ne pas perdre de vue et à en tenir compte de façon à ce que les décisions qui sont prises aujourd'hui soient implémentées, parce qu'on est en retard, la menace est là. Aujourd'hui, on est complètement en retard. Si on doit encore attendre, je pense que la menace... Mais même les généraux disent que la menace n'est pas de prendre des bombes sur Bruxelles. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait produire des chars ou des munitions sur le site d'Audi Forêt, Mathieu Michel? Je pense qu'il y a une double question. La première question, c'est est-ce qu'il est nécessaire de s'armer de façon conventionnelle? Et moi, je rejoins effectivement l'analyse qui est de dire que la défense, ce n'est pas uniquement de l'armement conventionnel pour avoir des combats de haute intensité, ça c'est premièrement. Et est-ce que ces dernières années, on a augmenté nos investissements en matière de défense? Oui, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut aussi sortir de cette espèce de naïveté où on penserait que tout le monde pense à la paix. Et donc, effectivement, au niveau de l'Europe, on est habitué à la paix, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'elle a été créée à la base. Mais on se rend compte que tout autour de nous, ce sont des zones de conflit. Et donc, premier élément, effectivement, oui,
on a continué à s'armer, et aujourd'hui on se rend compte que malgré cela, on est en fait dans une situation, notre défense n'est pas à la hauteur des enjeux qui peuvent se présenter, et donc c'est vrai que vous savez, on a pris l'habitude d'être un peu dans cette naïveté humaniste au niveau européen. Moi, j'en suis très fier. Je pense que l'Europe, c'est avant tout des valeurs de bienveillance, de tolérance, d'humanisme. Mais autour de nous, c'est pas forcément ce qu'on rencontre. Ça, c'est un premier élément. Et donc, on doit jouer notre rôle de grande puissance. L'Europe est une grande puissance, elle doit l'assumer, et elle doit aussi l'assumer en étant en capacité de se défendre. C'est la meilleure façon de préparer la paix. C'est le premier élément. Deuxième élément, si vous permettez bien, c'est que, et après je rejoins évidemment totalement M. Lawson, c'est que tant qu'à s'armer, autant s'armer pour alimenter une véritable autonomie stratégique européenne, y compris en matière d'industrie de défense. Et là, effectivement, si c'est pour que ces milliards aillent quelque part, autant qu'ils aillent évidemment en premier lieu dans des industries belges, et on en a quelques-unes de très grande qualité. On a la chance d'avoir certainement en Wallonie des entreprises de grande qualité, ou alors européennes. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on achète de l'équipement militaire, 80% de ce qu'on achète, on l'achète en dehors de l'Europe. Et donc ça, effectivement, c'est de l'argent qui sort totalement. Et donc on parle évidemment, moi je rejoins ça. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on défend, c'est pas se battre pour se battre, c'est se battre pour défendre, vous l'avez bien dit, notre modèle social, pour défendre nos valeurs. Et effectivement, on doit investir, et tant qu'à investir, autant investir dans une industrie qui est une industrie. Alors là, je veux la réponse de l'autre côté de la table, parce qu'on aurait presque l'impression que vous êtes d'accord, mais je ne suis pas sûr, Célia Grotté, que du côté de Groen, on trouve que produire des munitions, des armes qu'aujourd'hui on achète parfois en dehors du continent européen, ce soit la perspective que vous êtes prêt à soutenir. Eh bien, de toute façon, je crois que tout le monde autour de la table, ou je l'espère, sera tout à fait d'accord que produire, par exemple, de la munition sur le site de Audi-Forêt, dans une région tellement densement peuplée, avec le Rhin qui est tout près, ce serait stratégiquement très déplorable. Je suis d'accord sur ce que vous dites de valeurs humanistes. Par contre, pas de naïveté humaniste. C'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'on a bâti un ordre international parce qu'on ne voulait pas que ce genre de conflit international se reproduise. Je crois qu'en ce moment-ci, effectivement, cet ordre international, on voit qu'il s'est effondré, mais je trouve que que ce n'est pas question de naïveté de vouloir défendre ce modèle-là, mais justement une chance pour reprendre le relais au moment où quand même, allez, soyons honnêtes, l'Alliance transatlantique et l'OTAN est soit mort, soit comateux. Donc, et je vais finir, attendez, je vous ai laissé parler, alors juste un instant encore. Je trouve que toujours dans vos propos, ça revient toujours à l'industrie, au matériel. Tandis que si on regarde les chiffres, ce qu'investit la Russie en ce moment-ci, c'est 4 milliards en cyberattaques. C'est en attaque antidémocratique, c'est en fake news. Par exemple, pendant la pandémie, j'étais parlementaire thématique. Ce qu'on a vu comme vague de fake news, c'était incroyable. Et on y a réussi. Donc je crois qu'il ne faut pas seulement parler d'industrie, mais d'alignement européen, parce qu'on investit plus de 300 milliards, si je ne me trompe pas, au niveau européen, ce qui est plus que le double de la Russie. Si on s'aligne et si on prend vraiment une stratégie, on peut aller plus loin plutôt que je voudrais faire la course aux armements. Elle a utilisé le mot fake news, elle a pris l'exemple du Covid. Ça, là-dessus, effectivement, on a quand même quelques éléments. Philippe Lawson, et je m'adresse aux journalistes, c'est avéré, c'est pas un mythe qu'on serait assailli de cyberattaques, notamment des informations, mais pas que. Non, sur la cybersécurité, c'est vrai que non seulement pendant la période de Covid, on a vu une inondation de fake news. Et aujourd'hui, par exemple, quand on dit il y a des infos qui ont circulé en disant à l'époque où par exemple, quand vous avez le vaccin, on vous met une puce qui permettra de vous tracer, ce qui est totalement faux. Mais ces infos. Et ça venait de qui balançait ça? Souvent, mais c'est souvent du côté, quand on regarde, c'est souvent du côté de la Russie, par exemple, que ces genres d'infos arrivent. Mathieu Michel, est-ce que c'est l'armée qui doit nous protéger contre les fake news sur les chemtrails, sur les vaccins pucés, etc. Je vais revenir une demi-seconde sur la naïveté, définir le fait que la naïveté, pour moi, c'est pas le fait de vouloir convaincre les autres d'être humanistes, mais la naïveté, c'est de croire que les autres le sont. Ça, c'est un premier élément, je voudrais bien préciser cet aspect-là. Quand je parle d'investissement dans l'industrie de défense, pour moi, l'investissement... Je l'ai dit tout à l'heure. L'industrie de défense, en fait, passe aussi par la cybersécurité. Moi, mon intervention en commission, elle va totalement dans ce sens-là. C'est dire qu'effectivement, aujourd'hui, on doit s'équiper, en fait, évidemment, sur le plan conventionnel,
c'est évident et c'est une obligation. À côté de ça, il y a toute une série de résiliences qu'on doit upgrader, en cyberattaques dans les hôpitaux, imaginez, moi j'ai géré pendant des années le registre national. Imaginez qu'il y a une attaque contre le registre national, par exemple, contre la base de données du registre national. C'est tout qui s'effondre. Et donc, effectivement, comme disait monsieur Lawson, tous les jours, on est attaqué par des groupements. Alors, très souvent, c'est la Russie ou la Chine. On a des processus d'attribution qui sont lancés, où effectivement, cette guerre digitale, en fait, elle a déjà commencé. La façon dont aujourd'hui des faux profils sont alimentés à un rythme industriel pour déstabiliser en fait les contenus qui sont partagés sur les réseaux sociaux, quelque chose qui est essentiel. Et donc, très clairement, aujourd'hui, la défense, c'est pas uniquement acheter des avions, acheter des chars, c'est aussi augmenter, par exemple, être en adéquation avec la régulation européenne en matière de cybersécurité, NIS 2, et élever en fait de façon transversale notre niveau de protection digitale. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce sont ces attaques-là qui mettent le pays par terre. Vous savez, quand une commune, par exemple, au fond d'une province, ne sait plus avoir accès à ses mails, c'est déstabilisant, vous voyez. Et ça, on suit les attaques tous les jours. À la CNAPD, on prend comment l'idée que ce soit l'armée qui nous protège contre les cyberattaques ? Est-ce que vous trouvez que c'est la bonne manière de se protéger, ou vous recommandez, vous plaidez pour qu'on mise sur autre chose ? On n'a pas de discours très structuré autour de la cybercriminalité. Évidemment, on se questionne sur le fait que l'armée belge puisse s'arroger toutes les fonctions en fait, à gauche et à droite, dont celle de cyber-gardienne. Il y a une espèce de glissement conceptuel qui s'est organisé autour de la défense, puis la défense virtuelle et tout ça. Voilà, ça reste des informaticiens. Pour moi, ce serait mieux qu'ils ne travaillent pas à l'armée, mais ça, c'est mon avis personnel. Et puis, on peut parler des menaces hybrides aussi qui nous amènent, comme Madame Grotté l'a rappelé, sur les questions de déstabilisation politique et tout ça. Pour moi, c'est très dangereux que l'outil militaire soit appliqué à ce type de politique-là. Maintenant, moi, je voudrais revenir, si vous voulez bien, parce que j'ai pas eu beaucoup la parole, et puis le débat a évolué un petit peu vers la cybercriminalité. Je voudrais revenir sur la taxation de naïveté. Moi, je vois pas très bien ce que j'ai dit au début de mon intervention, qui aurait pu être taxé de naïve. Je sais que ce que je représente, le mouvement de la paix, souvent on balaye ce qu'il dit en disant que voilà, c'est naïf et qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, etc. Donc voilà, ça c'est de toute façon c'est assez facile. Hein, donc je voudrais pas revenir là-dessus, mais moi je voudrais quand même insister sur le fait que la naïveté finalement pour nous, elle se situe dans cette répétition de politique, donc d'augmentation de dépenses militaires, de se référer systématiquement à l'outil militaire pour qui va nous préserver l'instabilité internationale. En fait, on voit historiquement que ça ne marche pas. Donc effectivement, ce que nous on propose dans le mouvement de la paix, c'est beaucoup plus compliqué. Ça nécessite de réinventer des politiques, ça nécessite de sortir de sa zone de confort pour envisager d'autres choses que l'outil militaire, mais c'est certainement pas naïf. Est-ce que vous craignez qu'on oublie d'autres volets préventifs ? L'éducation, parce que s'il y a moyen de se protéger contre les fake news, voire la coopération internationale. Bien sûr. Là-dessus, en tout cas, visiblement, Madame Grotté de Opinion du Volet, c'est votre crainte aussi ? Oui, et surtout, en fait, rien que dans la nature même d'une dépense militaire, en fait, quand on dépense militairement, finalement, on augmente l'insécurité d'autres États sur la scène internationale qui se sentent en insécurité vis-à-vis de notre augmentation des dépenses militaires, et donc elles vont parallèlement augmenter leurs dépenses militaires pour répondre à ce sentiment d'insécurité. Et donc nous-mêmes, on va sentir, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Okay. Et surtout, c'est un cercle vicieux qui écarte les États alors que tout devrait les rassembler. En fait. Sur le cercle vicieux, Mathieu Michel, et puis après, on viendra à une autre question. Aujourd'hui, en fait, l'équilibre des rapports de force, c'est un équilibre de rapports des forces. Donc aujourd'hui, ce qui calme l'ensemble de protagonistes qui comprennent uniquement le rapport de force, et on se rend compte qu'aujourd'hui, dans le monde, c'est malheureux, hein, je ne suis pas heureux de ça, mais aujourd'hui, dans le rapport des équilibres mondiaux, le rapport de force est essentiel. Et donc, quand la Russie décide unilatéralement d'envahir l'Ukraine, c'est un rapport de force. Et donc, là, effectivement, autant je vous dis que c'est pas de naïf, autant effectivement considérer que c'est l'éducation qui va calmer le rapport de force avec la Russie, ça, j'y crois pas. Le rapport de l'éducation va générer toute une série d'autres vertus, mais certainement pas dans l'équilibre actuel. Aujourd'hui, vous savez ce qui est le meilleur, en fait, garant des équilibres. Et je le regrette, mais il faut être objectif. C'est la dissuasion nucléaire de l'OTAN. La dissuasion nucléaire de l'OTAN est surtout quelque chose de beaucoup plus important à mon avis. C'est la peur que quelqu'un est capable de l'utiliser. Ça, c'est dissuasion nucléaire et effectivement les capacités de défense conventionnelle. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de naïf ici autour de la table. Je dis juste qu'à un moment donné, penser
que tout le monde dans le monde considère que le champ des valeurs européennes est ce qui doit diriger les forces géopolitiques à l'échelle de la planète, malheureusement, je le regrette, c'est pas le cas. Célia Grottet, vous vouliez réagir sur le nucléaire en une minute, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait, parce que ce n'est non seulement la dissuasion qui est importante dans la coopération internationale, c'est également le manque de ressources qu'on va avoir dans quelques années. Et le rapport géopolitique qu'on est en train de bâtir et qu'on va bâtir en ce moment-ci avec tout ce qui s'est passé pendant les derniers mois. Et si je vois que l'aide à la coopération internationale et le développement international est amoindri à un moment où le USAID est arrêté, disons, ou quasiment, on va quand même voir une hausse de conflits dans le monde. On va voir qu'il y a une moindre dépendance des États-Unis. Donc il y a un trou. Et soit on le remplit en tant qu'Européens et on instaure la diplomatie, l'aide, et on fait qu'il y a une meilleure entraide avec ces pays et avec nous, c'est la chose humaine à faire, mais c'est également la chose géopolitique à faire et la chose en diplomatie. Soit on laisse ces pays, et ce sera la Russie et surtout la Chine qui vont sauter dedans et qui vont avoir un impact géopolitique énorme. Regardons ce qui se passe à l'étranger. Il y a un pays qui étudie une mesure assez forte, assez radicale, c'est la Pologne. Elle veut restaurer le service militaire. Il en est question chez nous sur base volontaire. Est-ce que, Mathieu Michel, c'est quelque chose qu'on doit envisager sérieusement? Est-ce qu'on a besoin de masse militaire dans cette politique de prévention? Et puis, brièvement, l'avis des autres là-dessus, si vous le voulez. Je suis un adepte du service citoyen depuis toujours. Effectivement, s'il peut prendre la forme, pas exclusivement, mais s'il peut prendre la forme d'un service militaire volontaire, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Je pense qu'à un moment donné, impliquer le citoyen à un moment de sa vie dans un engagement, justement, pour la société, via l'armée, via d'autres... Moi je suis tout à fait favorable à ça. Je ne suis pas favorable à un service militaire obligatoire. Je pense ça n'est pas dans les projets du gouvernement. En tout cas, c'est pas discuté à ce stade-ci. Par contre, l'idée d'un service militaire volontaire, c'est quelque chose qui peut être tout à fait envisagé. Quelqu'un qui voudrait réagir sur l'idée du service militaire, Philippe Lawson, c'est à côté, brièvement, parce qu'après c'est l'argument recevable. J'ai déjà dit que ce serait une bonne chose, que ce soit volontaire, parce que le service militaire, je préfère le terme plutôt service citoyen. En fait, c'est que service citoyen, c'est d'apprendre la citoyenneté, par exemple. Et puis, quand on parle de service militaire, c'est aussi la discipline qu'on apprend lors d'un service militaire. Donc, ça apprend toute une série de valeurs aux jeunes. Et je pense que ces valeurs-là sont indispensables et préservent d'autres choses, sur ces valeurs. C'est la Grottet de service militaire. Mes oncles l'ont fait et ils m'ont dit qu'ils ont appris à éplucher des patates. Ce qui n'est pas mauvais, mais ce n'est pas pour moi, non, c'était exactement ce qu'ils ont dit. Quand on regarde militairement, le service militaire et la conscription a très peu de valeur stratégique. Et là, je ne parle même pas qu'en tant que pacifiste, je suis contre. Si on parle de ses propres enfants, aucun père ou aucune mère ne veut qu'il apprenne à éplucher les pommes de terre. Il nous reste 2 minutes, on passe à l'argument recevable. Samuel Legros, puisque vous êtes un peu en retard de temps de parole, en 30 secondes, est-ce que vous avez entendu un argument recevable de l'autre côté de la table? De ce côté-là? Oui. Du vote, c'est plus facile, forcément. Mais... en fait, je voudrais rebondir plutôt peut-être sur ce que M. Michel a dit par rapport à la réalité en fait de l'utilisation des forces armées en Belgique. Donc, il rappelait effectivement que tout était question de rapport de force. Et je pense effectivement que c'est vrai et qu'on n'insiste pas assez là-dessus dans le débat public. Donc, on dit que l'outil militaire, c'est soit pour nous défendre, soit pour exporter des valeurs X ou Y sur la scène internationale. Et effectivement, dans la réalité des choses, c'est un rapport de force. Et je voudrais rappeler encore une fois, si vous me permettez, que le rapport de force, il est très largement en faveur du camp occidental pour le moment, et que donc il n'y a rien qui justifie l'emballement médiatique et l'emballement politique qu'on observe pour le moment, et bien au contraire, vu ce rapport de force, il faut que nous on puisse aller vers les autres pour construire autre chose que ce qui est en train de se construire actuellement. Michel, puisque vous avez été cité, vous avez entendu un argument recevable chez Groen ou à la CNAPD? Bien sûr, des deux côtés, c'est que la force ne résout pas tout. Et donc ça j'en suis convaincu. Mais néanmoins, j'ai la lecture qu'aujourd'hui, on est dans un schéma où nos interlocuteurs comprennent davantage ça. Moi, j'entendais une phrase de Sophie Hulmez qui me parlait très fort, c'est-à-dire que si on voulait éviter la guerre, on devait démontrer qu'on était en capacité de la gagner.
Et je pense que c'est aussi effectivement ça qu'on doit C'est la grottée d'un argument recevable chez votre collègue libéral ou chez Ce que j'ai certainement apprécié, c'est qu'on voit que ce n'est non seulement la course aux armes, dont on a beaucoup parlé au début, mais qu'il s'agit de ce que nous défendons, c'est-à-dire nos valeurs, notre sécurité sociale, qu'on veut garder cela et également donner de la rayonnance vers l'extérieur. Parce que finalement, c'est quelque chose qu'on souhaite à tout le monde, je crois. Philippe Lamson, 15 secondes pour conclure. Un argument recevable. Un argument recevable, c'est de la part du CNAPD qui demande à ce que, aujourd'hui, les rapports de force est favorable à l'Occident, donc aller vers les autres. Mais l'emballement dont vous parlez, je ne pense pas qu'on peut parler d'emballement, mais c'est une prise de conscience, c'est tout. Merci à tous les quatre d'être venus autour de cette table. On se retrouve la semaine prochaine à notre débat et de nouveau beaucoup de questions.